Pourquoi avoir écrit un livre sur le pétrole? D'aucuns penseront que ma formation doit être très très éloignée de la matière des hydrocarbures. Pourquoi donc nous être intéressés à cette affaire au point de produire un document, un livre? D'abord parce que il y a un débat que les gens ont essayé de diluer en faisant croire, en tout cas certains, que le pétrole était quelque chose de tellement complexe. Et tenez-vous bien, à chaque fois qu'on veut verser dans les mauvaises pratiques et dans la magouille, on vous dit que c'est très technique. Ça veut dire que personne ne doit en parler. C'est trop technique même. L'autre jour à l'Assemblée nationale, un député a dit, pour parler de pétrole, il faut comprendre l'anglais. C'était extraordinaire. Et le lendemain, j'ai rencontré Madame le ministre des Mines qui arrivait. Je lui ai dit, elle me dit quoi? Pardon, j'ai dit, puisqu'il faut parler anglais pour parler de pétrole, je crois que pour parler des mines, il faut comprendre chinois. Ou polonais, comme mon ami Gakou. Bref. Mais à chaque fois qu'on veut verser dans la magouille et dans le maquillage, on va vous parler de technicité, on va vous parler de secret et de réserve. Mais tenez-vous bien, il n'y a absolument rien de mystique ou de mystérieux dans le débat qui est posé. On n'est pas là pour parler de géologie. On n'est pas là pour parler de la nature de la matière trouvée. Est-ce que c'est du gaz de tel degré ou de telle qualité? Est-ce que c'est du pétrole de tel degré ou de telle qualité? À quelle profondeur on l'a trouvé? Ça, nous le laissons aux géologues. Ce n'est pas ça le débat. Mais une fois qu'on est dans ce cadre-là, et même en amont, avant qu'on ait dit qu'on trouve, l'activité pétrolière est régie par un droit particulier qui est contenu dans un document, dans un corpus qui s'appelle le Code pétrolier. C'est du droit, rien que du droit. Au même titre que tous les autres droits. Tous les autres droits, c'est le Code pétrolier. On n'y parle ni chinois, ni anglais, ni arabe. On y parle du français. Et on n'y parle pas de géologie. On vous parle d'un cadre juridique, technique et financier concernant l'activité pétrolière. C'est le régime fiscal, c'est les conditions d'octroi des autorisations, c'est les conditions de résiliation de ces autorisations, c'est les conditions de l'exploration, de l'exploitation, ainsi de suite. C'est du droit. Article par article, complété par un décret d'application, évidemment, comme tous les textes de loi. Alors, nous avons considéré qu'il y avait quand même un problème. Nous devons tous comprendre l'importance de la matière par rapport à un État ou à un pays donné, sur ses perspectives économiques, sur le potentiel que ça peut représenter, mais sur les risques et les dangers également que constitue ce produit. Au plan mondial aujourd'hui, si on doit parler de l'importance économique, il y a plus de 8 milliards de dollars de flux commerciaux par jour. Rien que pour le commerce du pétrole. C'est-à-dire on ne parle pas de l'activité en aval, notamment le secteur automobile, ainsi de suite, ainsi de suite. Sur les 30 plus grandes entreprises au monde, plus de la moitié, c'est-à-dire 16, sont des entreprises qui évoluent dans le secteur pétrolier. Que ce soit en amont avec les majors, comme on les appelle, ou que ce soit l'industrie automobile en tant que telle. Donc, en moins de 100 ans, le pétrole est devenu l'enjeu le plus stratégique qui explique énormément de choses dans la géopolitique mondiale. Et il se trouve que d'habitude, les pays consommateurs, en tout cas les grands pays consommateurs, ne sont pas les pays producteurs. C'est une spécificité. Les États-Unis et l'Europe réunis consomment à eux seuls plus de 4 millions de tonnes par jour, c'est-à-dire 30 millions de barils. C'est un enjeu énorme, le pétrole aujourd'hui. Et cet enjeu économique
crée des tensions par rapport à l'obsession de contrôler les jugements. Avant, c'était ce qu'on appelait la diplomatie canonnière, où les États n'avaient d'autre option que d'occuper par force les territoires qu'ils considéraient extrêmement fertiles, intéressants en matière de production pétrolière. Plus tard, les États considérèrent qu'il était beaucoup moins coûteux d'entretenir ou d'installer des régimes qui vous soient favorables dans des États particuliers plutôt que d'aller directement en guerre. C'est des considérations extrêmement importantes et vous comprendrez que désormais, l'un des enjeux politiques les plus cruciaux et qui vont justifier beaucoup de choses par rapport aux échéances électorales, notamment à venir, ne vous y trompez pas, l'enjeu du pétrole sera au centre. Avec la main des puissances étrangères qui, évidemment, travailleront à imposer ou à maintenir celui qui joue le plus le jeu de leurs intérêts stratégiques. Et je crois que le locataire actuel de notre pari est bien positionné par rapport à ça. Mais avec également un instinct de survie. Parce que quand on aura suffisamment posé d'actes, j'allais dire délictuels dans la gestion de ces ressources, on a encore un peu plus peur ou beaucoup plus peur de perdre le pouvoir par rapport aux conséquences qui vont en découler. Pour vous, pour vos proches, votre famille, tout le clan. Et ce qui fait que les élections où les enjeux de pouvoir ont été toujours extrêmement compliqués au Sénégal comme partout ailleurs au monde, mais nous devons tous comprendre qu'ils vont être encore plus compliqués aujourd'hui avec la donne pétrole et avec ce qui s'est passé ces 6 dernières années, particulièrement. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Les interventions, l'opération Ajax au Royaume-Uni avec Mossadegh en Iran, ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres pays et ce qui se passe encore. Toutes les guerres qui se passent actuellement tournent essentiellement autour de cet enjeu-là de contrôle de ces ressources stratégiques pour les grands pays consommateurs. Il est important, donc, quand on annonce des découvertes au Sénégal, il est important que le débat soit posé pour qu'on nous évite cela. Ça ne peut pas être l'affaire de 2 ou 3 personnes, encore moins l'affaire d'un groupuscule. C'est un enjeu national qui concerne 14 millions de Sénégalais, qui peut constituer une formidable opportunité de mettre ce pays définitivement sur les rails, mais qui peut, dans la même veine, en tout cas si on y prend garde, être une malédiction, comme on a l'habitude de l'appeler, la malédiction des ressources naturelles et particulièrement du pétrole. Alors, dès que le problème s'est posé, durant toute l'année 2016, les débats sont partis dans tous les sens. Ça a commencé d'ailleurs en 2015, ça s'est prolongé en 2016. Mais nous étions rendus compte que ça semblait aller vers une cacophonie générale. Et l'une des parties jouait à complètement noyauter le débat, notamment le gouvernement. D'abord, ça a commencé par dire que tous ceux qui parlent du pétrole n'en connaissent absolument rien. Qu'ils n'ont absolument vu aucun document, que c'est très technique, que le président étant un géologue, il connaît très bien ce qu'il fait. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand les gens ont commencé à sortir avec des éléments de preuve, le débat a changé de sens et s'est allé jusqu'à l'expression de menaces contre les gens qui parlent de pétrole. Je me rappelle d'ailleurs de la fameuse sortie du Premier ministre, Abdullah Boun, qui disait que c'est pourquoi nous ne pourrons plus laisser prospérer les propos diffamatoires, les allégations sans fondement et les attaques malveillantes, sans aucune preuve, avec nul autre dessein que de jeter le discrédit sur l'État, ses institutions et les citoyens, comme je le rappelais tout à l'heure. Le gouvernement prendra toutes ses responsabilités pour défendre l'intérêt national. Désormais, quiconque diffusera de fausses nouvelles s'exposera à la rigueur de la loi pénale. Donc,
des menaces contre les citoyens qui ont le droit de se prononcer sur la gestion de leurs ressources naturelles. Autant de choses qui nous avaient amenés. Ça en est suivi d'ailleurs, puisque le gouvernement s'est rendu compte que ces menaces ne prospéraient pas et que les gens, tous les gens ici présents, continuaient à parler tous les jours des forfaitures qui ont été faites sur la gestion du pétrole. On est allé amener ce Mercedes de Franck Timis qui a débarqué pour, soi-disant, déposer une plainte contre 11 ou 12 Sénégalais, parmi lesquels d'ailleurs il y avait des députés dont le mandat était en cours. Tout ceci nous a amené à dire quand même qu'on ne sait plus dans quel pays on est. Qu'un groupe, et prenez bien, observez bien ce qui se passe, la gestion du pétrole, vous allez avoir le grand frère qui a le pouvoir de signature des décrets, le frère qui était mandataire et gérant de Petrotim, le beau-père qui est PCA de, comment ça s'appelle encore, de Petrosen, l'autre qui est PCA, le membre du parti qui est PCA de la SAR, celui qui l'a recruté à Petrosen, qu'on bombarde à Petrogaz quand il y a eu la panique généralisée, mais une gestion extraordinairement articulée et quadrillée par un groupe, un clan qui est ensemble depuis plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et l'histoire a commencé à Petrosen et se poursuit jusqu'à Houston. Ceux qui savent bien de quoi je parle pourront suivre mon regard. Alors, nous avons considéré que c'était quand même extraordinaire que dans ce pays, un petit groupe de personnes, quel que soit le pouvoir dont ils sont investis, puissent penser qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur nos ressources naturelles et intimider les citoyens en disant que personne ne parlera du pétrole, si ce n'est de dire que le président Macky Sall est le plus beau, le plus grand gérant, le plus grand gestionnaire, etc. J'ai dit, quand même, il nous faut apprendre à aller au-delà de ça, et pour ça, à mon humble avis, il fallait écrire, parce que habituellement, on reproche d'ailleurs aux intellectuels et aux hommes politiques de ne pas beaucoup produire. Alors, nous nous sommes enfermés pendant quelques jours pour essayer d'écrire. Ce qu'il y a dans le livre, comme l'a dit Maître tout à l'heure, nous avons essayé de donner à ce livre-là un contenu scientifique. C'est vrai, il y a quelques aspects du livre où j'ai laissé libre cours à mon appréciation. Mais l'essentiel du livre, la méthode qui a été utilisée, c'est de documenter le livre à travers des références que tout le monde peut avoir et confronter par rapport à ce qu'on a écrit dans le livre. Parce que le régime pétrolier, quand même, c'est des textes. Ça commence par la Constitution elle-même, j'y reviendrai. Ensuite, c'est un texte de loi, j'ai parlé tout à l'heure du Code. C'est un ensemble de documents réglementaires, notamment les décrets d'application. Ensuite, des documents conventionnels ou contractuels, les fameux contrats de recherche et de partage de production, mais également tous les arrêtés que le ministre des Mines peut prendre pour la prorogation, la résiliation, la reconduction. C'est un ensemble d'éléments. Bien que l'État du Sénégal, jusqu'à présent, le gouvernement rechigne à publier l'intégralité des documents. Nous avons pu nous en procurer certains, beaucoup en tout cas, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas encore produits. L'autre jour à l'Assemblée nationale, j'ai interpellé le ministre du Pétrole sur le fameux contrat Total, qui n'est jusqu'à présent pas publié. Au nom de quoi? Je l'ai interpellé. Et à ma grande surprise, sa réponse était de dire, passez à mon bureau, on va en discuter. Bon, j'ai dit, après l'invitation de prendre un café du Premier ministre, maintenant, nous n'avons pas, c'est pas nécessaire de passer à son bureau parce que les articles 17 et 34 du Code pétrolier font obligation au gouvernement de publier au journal officiel systématiquement ces documents-là. Pourquoi, s'ils n'ont rien à cacher, pourquoi font-ils une rétention par rapport à ces documents-là? S'y ajoute qu'aujourd'hui, les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. L'article 25.1 de la Constitution, qu'ils ont soumis il y a quelque temps. Parce qu'avant, à
en dehors peut-être du préambule de la Constitution qui renvoyait à la Charte africaine des droits de l'homme, il n'y avait pas une disposition expresse qui réglait ces questions-là. Il n'y avait que l'article 4 du Code pétrolier qui disait simplement que l'État exerce sur l'ensemble du territoire de la République du Sénégal des droits souverains aux fins de la prospection de la ressource. Mais depuis le référendum, l'article 25.1 de la Constitution dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. L'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. C'est une évolution extrêmement importante parce que c'est la hiérarchie des normes, la norme suprême, la Constitution qui reconnaît la souveraineté du peuple sénégalais et qui donne simplement à l'État un pouvoir de gestion, mais dans le sens de l'intérêt du peuple sénégalais. Et à partir de ce moment, le débat doit être permanent sur la gestion de ces ressources-là. Le ministre Etienne Alassane Sall a posé tout à l'heure un débat. Quel empressement y avait-il à signer tous ces contrats-là, puisque nous savions tous que le Code de 1998 avait été voté sous le sceau de l'incitation, de l'attractivité, et donc a conféré des avantages exorbitants aux entreprises pour qu'elles viennent investir. Mais à partir du moment où on a dit qu'on a découvert du gaz de bonne qualité au nord et du pétrole de bonne qualité à Sangomar, la sagesse vous aurait voulu qu'on s'arrête, qu'on revise d'abord ce code-là, pour le rendre beaucoup plus intéressant et beaucoup plus attrayant dans la défense des intérêts du peuple sénégalais, avant maintenant d'ouvrir d'autres concessions. Qu'est-ce qui justifiait l'empressement du président Macky Sall à signer plus de 12 sur les 18 blocs, plus de 12 blocs sur les 5 dernières années, dont pratiquement les 8 ont été signés entre les premières découvertes et maintenant. Qu'est-ce qui justifiait ça? Et c'est pourquoi c'est ridicule de l'entendre lors de son message le 31 décembre à la Nation, dire qu'il va soumettre, après concertation de toutes les forces vives de la Nation, il va soumettre un projet de code minier code pétrolier à l'Assemblée. J'ai dit, mais de qui se moque-t-on? Après avoir vendangé tout le pétrole et le gaz sénégalais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les contrats signés sont signés pour une période de 25 ans, renouvelable pour 2 périodes de 10 ans. C'est ça la vérité. Et que les entreprises pétrolières ont bétonné ces clauses-là en disant clairement dans les contrats qu'il ne peut être remis en cause les avantages, notamment fiscaux, fiscaux du moins, les clauses financières issues des conventions qui ont été signées. Donc, si aujourd'hui on vote un nouveau code des mines, code du pétrole, on stabilise ces clauses-là, c'est-à-dire dans les 25 ans à venir pour un contrat signé aujourd'hui, il est impossible pour le Sénégal de remettre en cause les clauses contractuelles qu'il a signées. Et comme l'a dit le ministre, on a tout fait pour que même en cas de contentieux, l'arbitrage ne se fasse pas au Sénégal, parce que c'est le CERDI à Paris qui procède à l'arbitrage. Et c'est extrêmement grave que maintenant on nous parle de soumettre un nouveau code à l'Assemblée nationale. Alors, ce qui nous a amené, nous, à nous dire qu'il était important que ces enjeux-là fassent l'objet d'un débat quand même. Que le maximum de citoyens soient informés de ces enjeux-là. Et c'est pourquoi nous avons pris sur nous de nous enfermer pour écrire ce livre-là. Nous l'avons écrit en 3 parties. La première partie est une partie explicative. Il était bon que nous fassions l'historique de la prospection pétrolière au Sénégal, qui n'a pas démarré, comme le disait le Premier ministre en 2017, puisqu'il disait que c'est seulement en 2015, avec l'avènement de Macky Sall, après il ajoute Tombé Waral Aïgaf ou je ne sais quoi, qu'on a découvert du pétrole, comme si le pétrole était, le président Macky Sall l'avait amené dans ses valises. La prospection au Sénégal a commencé, en tout cas les archives que nous avons pu visiter, en 1917. Et les premières découvertes ont eu lieu dans les années 60 avec le Dôme Flore en Casamance. Déjà en 52,
il y avait des traces de bitume qu'on avait trouvées à gauche, à droite. Donc ça n'a pas démarré avec le président Macky Sall. Et mieux encore, les premières découvertes à terre au niveau de Diamniadio, mais les réserves les plus sérieuses au niveau de Gadiaga dans le bloc de Thiès, où l'exploitation a démarré en 2004, avait été concédé déjà sous le régime du Parti Socialiste à Touloy Oil, encore lui qui revient, reprise en 2004 en 2001 par Forteza, et l'exploitation a commencé en 2004. Et aujourd'hui, aucun Sénégalais ne peut vous dire qu'est-ce qu'on fait de ce gaz-là. C'est 250 millions par semaine qui sont pompés à Gadiaga. Et quand vous allez regarder les statistiques qui sont produites par l'ITIE, sur 2004 à 2015, on vous parle de 6 milliards de chiffre d'affaires. 6 milliards de chiffre d'affaires. C'est extraordinaire. Donc, ça n'a pas démarré aujourd'hui. Et que très peu de Sénégalais, et même sur le cas de, je le développe largement dans le livre, du temps du régime libéral, il avait été pris des mesures d'encadrement pour que ce gaz-là puisse alimenter la Sénélec, parce qu'on avait énormément de problèmes. C'est en 2002, dès l'avènement du président Macky Sall, qu'il a été demandé à Forteza d'attaquer ces décrets, et la Cour suprême les a cassés. Et aujourd'hui, Forteza vend exclusivement ou principalement à la Socosim. Mais simplement pour vous dire qu'il y a une exploitation depuis très très longtemps. Il y a quelques hypothèses difficiles à vérifier, mais au moins sur ces aspects-là, nous pouvons donner des statistiques très claires et vous pouvez vérifier vous-même. Donc nous avons essayé de retracer l'histoire de la prospection pétrolière, pratiquement de 1917 à 2016. Ensuite, nous avons essayé de retracer le cadre juridique de l'activité pétrolière, qui part du régime, des différentes bases légales ou références légales, jusqu'aux conditions maintenant d'attribution des permis de recherche ou des autorisations, les conditions d'exploitation, les conditions de partage des revenus, et c'est extrêmement important, la notion de part équitable, les conditions de partage des revenus, le gain que l'État peut avoir dans l'exploitation pétrolière de manière générale, en termes de recettes fiscales, de fixation de redevances, de bonus, mais également de parts de production, l'activité de contrôle de l'exploitation, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et c'était important de préciser parce que dans la dernière partie où nous formulons des propositions concrètes, nous avons démontré quand même que l'État du Sénégal ne gagnera pas grand-chose de son pétrole, ne gagnera pas grand-chose de son gaz, qu'il aurait pu gagner 50 fois mieux et 50 fois plus. Ici, on avait été beaucoup plus avisé à marquer ce temps d'arrêt dont je parlais tout à l'heure et à reprendre un certain nombre de dispositions du code pétrolier. Mais là, au moment où on parle, en phase de recherche et en phase de développement, c'est une exonération générale. En phase d'exploitation, la manière dont sont définies les parts des uns et des autres, notamment de l'État et du contractant, les barèmes qui sont fixés et la large liberté qui est laissée au ministre. Vous savez, c'est le ministre qui négocie les tranches de 0 baril à 30 000 barils, l'État à 20%, le contractant à 80%, de 30 000 barils à temps, etc. Ça, c'est laissé à la latitude du ministre. Et j'ai toujours dit sur quelle base, parce que quand vous examinez les différents contrats, d'un contractant à un autre, les fourchettes peuvent être totalement différentes et éloignées. Sur quelle base? Est-ce que c'est selon le poids de la valise que le contractant aura amené en venant? Ou bien, bon, M. Tcherral qui a dû gérer ce genre de dossier-là pourrait nous édifier. Mais nous avons essayé de démontrer que... Nous avons essayé de démontrer en tout cas que l'État du Sénégal n'y gagnerait absolument pas grand-chose par rapport au potentiel qu'on aurait pu avoir. Ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie maintenant,
Nous avons essayé de démontrer en quoi est-ce qu'il y a eu spoliation. Et nous l'avons fait à travers 3 dossiers, voire 4. C'est le dossier de Petro-Tim lui-même, qui est un grossier scandale impliquant le président Macky Sall lui-même, et j'ai très bien retracé sa responsabilité, puisqu'il a accepté de signer pour Petro-Tim, en connaissance de cause, en sachant très bien que Petro-Tim avait frauduleusement obtenu les 2 blocs en question. Le seul élément nouveau, c'était l'intrusion de son frère, entre-temps. Mais à part ça, il n'y a aucun autre élément nouveau qui pouvait justifier qu'il signe, d'autant qu'il y a eu un rapport de l'IGE, qu'il avait lui-même commandité. Le rapport, il existe bien, il est réel, moi j'ai le rapport. Il y a eu un rapport de l'IGE qui est un rapport à charge contre les conditions dans lesquelles les 2 blocs avaient été octroyés à Petro-Tim. Donc le président Macky Sall a signé sciemment, parce que simplement, il y avait son frère et peut-être d'autres choses. Ça, je le développe largement à l'intérieur, parce que vous savez, dans ce genre de dossier-là, on soupçonne toujours la corruption. Moi, j'utilise le mot. On soupçonne toujours qu'il y ait corruption. Mais la corruption étant très difficile à prouver, j'ai préféré beaucoup développer sur les délits voisins. La concussion, le trafic d'influence, le conflit d'intérêts. J'ai beaucoup développé sur ces aspects qui ne sont pas assujettis aux mêmes conditions, aux mêmes rigueurs de preuve, mais qui ont la même gravité que la corruption en soi. D'ailleurs, c'est pourquoi on les appelle des délits voisins. Et nous avons considéré que le président Macky Sall, quand même, avait violé son serment dans ce dossier Petro-Tim. Parce qu'il est président de la République et il avait prêté serment en vertu de l'article 37. Il a dit, devant la nation, devant Dieu. D'ailleurs, quand je lis cet article-là, sama sëriñ xam nga laïcité bi ñuy wax rek devant Dieu la ñu commencé. Su dee jullit moom devant Dieu mooy billaay wallaay. Dafa taxaw ne billaay wallaay moom Macky Sall. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise. Je jure. Je jure. Donc, il a juré quoi? D'appliquer et de faire appliquer les lois. Et dans ce dossier, il a allègrement violé la loi au bénéfice de son frère. Nous avons établi les responsabilités de Aly Ngouille Ndiaye. À lui, c'est le sommet. Et c'est lui qui va organiser les élections d'ailleurs. Ali, c'est le sommet. Franchement, il y a des choses particulièrement graves. Et nous l'assumons. Moi, ce que j'ai écrit ici, je l'assume et j'ai dit, le Premier ministre n'a qu'à mettre en menace, en application ces menaces. Et je n'ai fait que relater des faits. Parce que lorsqu'un ministre de la République inscrit des informations délibérément fausses dans un rapport de présentation d'un décret, mais il n'y a pas acte plus grave. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a récidivé encore avec beaucoup d'autres dossiers que nous avons, dont certains nous avons, parce qu'il a récidivé même en état. Lui, c'est un coutumier des faits. Nous avons établi sa responsabilité. Je n'ai pas donné des détails parce que finalement les gens ne vont plus lire le livre. Nous avons établi la responsabilité du Premier ministre. Vous savez que ça a été un débat. Ça a été un débat. Le pouvoir, lorsqu'il a compris qu'il était acculé et dos au mur, parce que je vais vous le dire, ce dossier-là, mais c'est une épine entre les doigts de Macky Sall. Et il le sait. Ils ont très mal sur ce dossier, parce qu'ils savent très bien que tout ce qu'on leur a reproché dans ce dossier est vrai. Quand ils ont été acculés, leur ligne de défense, c'était 2 à 3 choses. Je l'ai dit tantôt, oui, le pétrole, c'est technique, etc. Deuxièmement, voilà, nous ne pouvons pas ne pas signer parce que c'est la continuité de l'État. Continuité de l'État. Ça ne les a pas empêchés, et je le rappelle ici, de résilier des contrats pétroliers même, qu'ils ont considérés non fondés parce qu'ils ont été signés à la hâte entre les 2 tours. C'est le cas de Diourbel d'ailleurs, et de l'autre bloc qu'on avait donné à Franck Timis qu'ils ont récupéré, dans le cadre d'African Petroleum. Et le troisième élément, c'était de dire, lorsque notamment le Premier ministre Abdoul Mbaye s'est prononcé, que ah oui, mais lui, de toute façon, il a contresigné. C'est grave parce que
même si le contre-saint a emporté une responsabilité, ça voudrait dire qu'il cherche simplement un complice. Mais ça ne les lave pas. C'est un aveu. Encore que les développements juridiques que tous les juristes ont dit, Maître Boukounta, vous-même, beaucoup d'autres, c'est que le contre-saint ne crée pas une posture de co-auteur d'un acte, en réalité. Mais là où la responsabilité du Premier ministre est engagée cette fois-ci, c'est son zèle, l'autre Premier ministre, je veux dire, mon ami de l'Assemblée, c'est son zèle à défendre l'indéfendable, allant jusqu'à menacer les citoyens qui se prononceraient désormais sur le pétrole. Tout ce que j'ai développé sur le contre-saint lui est carrément applicable. Sauf dans le cas où, profitant du limogeage non fondé de Thierno Alassane, parce que lui il refuse de prendre, de la démission donc, ce n'est pas un limogeage, parce que tu refuses de prendre les valises, hein, je le précise. Mais profitant de cette situation-là, le Premier ministre est devenu ministre du pétrole et s'est empressé de signer le dossier de pétrole. Là, ça dépasse la compétence du Premier ministre et là, il engage sa responsabilité personnelle. Bref, le cas Aliou Sall, qui est un cas particulier. Ah, voilà un homme qui a servi de cheval de Troie à Franck Timis. La même méthode qu'il a appliquée un peu partout. Là-bas, c'est un fils de président ou de présidente qu'il va prendre. Là-bas, c'est le frère du président Compaoré, etc. Partout où il passe, parce que c'est un trafiquant d'influence. Franck Timis n'avait aucune aptitude. Il ne remplissait pas les critères financiers, ni les critères techniques. Et partout où il passe, il a fait ça. J'ai fait de long développement en faisant des recherches sur l'homme pour vous dire que c'est des aventuriers et des bandits financiers que le président Macky Sall a introduit dans notre pétrole. Et c'est là où se trouve le danger d'ailleurs. Le mal, il est là. Et donc, après le départ du régime libéral, parce que rappelons qu'effectivement, le contrat a été signé sous le régime libéral. Ça, c'est la vérité pour l'affaire Petrotim particulièrement. Mais en la matière, seul le décret d'approbation confère droit définitif. Et ça, le décret d'approbation n'était pas intervenu sous ce régime-là. C'est sous le régime du président Macky Sall que le décret est intervenu. Et Franck Timis ayant entamé une opération, n'ayant pas pu terminer, c'est-à-dire avec son écran qui était Eddie Wong, qui n'était qu'un écran, le régime change, les responsables changent, il lui fallait une clé pour ouvrir, et cette clé, c'était tout trouvé, c'était Aliou Sall, qui est notre GR Ewing national. Ça, personne ne peut nous empêcher de le dire, parce que c'est comme ça qu'il est entré dans le dossier, et dès qu'il est entré dans le dossier, il est allé voir son frère de président pour lui demander de signer l'accord. Et le président Macky Sall, qui au début a dit qu'il n'était pas informé, s'est trahi lui-même. Parce que, rappelez-vous, quand il faisait sa déclaration à Paris, il disait que voilà, les gens parlent beaucoup, mais moi, lorsque Aliou Sall est venu me voir, je lui ai dit, je ne te nommerai jamais, je ne prendrai jamais un décret pour te nommer à une fonction publique, mais il faut aller voir dans le privé. Et plus tard, quand il est venu me dire qu'il a trouvé quelque chose avec une société pétrolière, j'ai dit, voilà, c'est bon. Et maintenant, il a oublié d'ailleurs son sermon parce qu'il a pris un décret pour le nommer. Mais c'est ça qui s'est passé en réalité. Et c'est retracé exactement dans le rapport de l'IGE, qu'ils ne veulent pas déclassifier ou publier. Enfin, la responsabilité de ceux qui sont venus après, notamment le ministre des Finances, Amadou Ba, qui est allé à l'Assemblée nationale, pour défendre mordicus l'exonération et la non-imposabilité des opérations. En sachant lui-même, en tant qu'inspecteur des impôts, que ce qu'il raconte n'est pas vrai. Et c'est là où j'ai fait des développements sur la notion de concussion, qui ne signifie rien d'autre que, par son action ou son inaction, le fait pour un agent public de conférer à quelqu'un des avantages indus. Donc, dans cette partie, j'ai fait ces développements-là, et j'aurais souhaité que ceux qui sont dans la dénégation, qui sont désormais sur la défensive, notamment le gouvernement, puissent répondre par les mêmes formes à tous les arguments que j'ai à développer et qui étayent
ou qui fondent les accusations que j'ai formulées, parce que je ne prendrai jamais sur moi quand même de formuler des accusations aussi graves à l'endroit d'un président, surtout lorsqu'on sait que dès qu'il se réveille du sommeil, il mord. Je n'aurais jamais pris le risque de formuler des accusations si graves si je n'avais pas les arguments pour les étayer. Enfin, dans l'avant-dernière partie, nous avons interpellé le peuple sénégalais. Parce qu'en réalité, ces questions de gouvernance qui se posent à nous ne trouvent leur terreau que dans l'inaction ou la passivité des Sénégalais. C'est ça la vérité. On peut révéler un scandale aussi gros que l'Himalaya. Les Sénégalais vont en parler pendant 2 jours dans les salons et puis ça passe. On n'y arrivera jamais comme ça. Il faut que les Sénégalais assument et comprennent que personne ne fera ce pays à notre place. Vous ne pouvez pas avoir un pays, avoir l'opportunité d'avoir des ressources et qu'un groupuscule, quelles que soient les fonctions dont ils sont investis, puisse faire n'importe quoi et aucun Sénégalais ne bouge même pas le petit doigt. Il faut, excusez-moi du terme, moins d'hypocrisie. Parce qu'on veut tous le bien, mais on n'est pas prêt à faire les sacrifices pour aller vers ce bien. C'est ça le problème. Quand ces problèmes se posent, j'ai interpellé tous les segments de la société. Et ça a été interpellé d'une certaine manière, interprété du moins, ou alors certains ont voulu noyer le fond du livre dans un débat inutile en disant qu'il a dit ceci par rapport à la presse. Oui, j'ai interpellé la presse, entre autres acteurs. J'ai interpellé la classe religieuse. J'ai interpellé les hauts fonctionnaires. J'ai été plus dur avec mon ancienne administration, notamment les impôts et domaines, qu'avec la presse. J'ai interpellé les Sénégalais dans toutes leurs composantes. J'ai vu ici des imams monter dans leur khutbah pour s'attaquer à des fonctionnaires, qui trahissent les secrets, etc. Mais c'est extraordinaire. Mais la religion, il faut que c'est lui qui dindi ko sa loxo wala salam wala len un imam bu ne taxaw dans un sermon de Tabaski pour s'attaquer à des gens parce qu'ils ont dit que ça c'est pas bon ou ça compromet les intérêts du Sénégal. Nous avons interpellé les différentes composantes en disant qu'il faut une réaction. Mais nous ne sommes pas limités à ça. Nous avons suggéré des actions judiciaires. Et certaines actions judiciaires ont été déjà entreprises. C'est le lieu d'ailleurs de féliciter le comité sénégalais pour le recouvrement des avoirs pétroliers. Parce que les Sénégalais doivent savoir que nous avons lancé cette initiative-là et que nous avons déposé dans le cadre du FCPA aux États-Unis, dans le cadre du Bribery Act en Grande-Bretagne. Nous avons déposé des recours auprès du département de la justice américaine, auprès de l'organe correspondant au niveau de la Grande-Bretagne. Et hier, pas plus tard qu'hier, je voyais dans le WhatsApp group le coordonnateur, notamment Alioune Gueye, qui a envoyé la réponse de BP par rapport à l'interpellation qui lui avait été formulée. Il y a quelques jours, c'était la réponse de Total. Nous avons déposé pour dire, vous avez tantôt parlé de l'affaire Gadio, nous ne désespérons pas qu'un jour, un de ces bandits en col blanc là se rendent aux États-Unis et que n'en reviennent pas. Nous avons déposé, ces dossiers ont été reçus par qui de droit, ils ont accusé réception et ils nous ont demandé des compléments de dossiers que nous avons fournis. Je disais l'autre fois dans une émission que moi-même j'ai été reçu à 2 reprises ici à l'ambassade des États-Unis et j'ai été largement entendu par le procureur qui était là-bas, par le représentant du FBI sur la question. Parce que dans tous ces États, il y a ce qu'on appelle une législation contre la corruption transfrontalière. Et elle est extrêmement sévère. Et dans ce dossier, comme je le dis, beaucoup de types d'infractions sont réunis. Il y a eu fraude fiscale. Il y a eu blanchiment de fraude fiscale. Il y a eu trafic d'influence. Il y a eu concussion. Il y a eu... J'aurais même pu dire qu'il y a eu délit d'initié. Délit d'initié. Parce que c'est le débat que vous posiez tantôt quand vous disiez est-ce qu'il n'avait pas l'information au moment où il venait. Beaucoup de types d'infractions qui tournent autour des délits voisins à la corruption sont réunis dans ce dossier-là.
Et je terminerai par lancer un appel quand même à tous ceux qui sont là, mais à tout le peuple sénégalais. Ça va être extrêmement difficile. Vous savez, quand les gens disent pétrole génnagul sax ñu ngi rey wax, j'ai mal quelque part. Parce que li nit ñi xamul mooy décret yi Macky Sall signé tey su doon dans 20 ans le pétrole di génn décret yooyu ñooy wax naka la ñuy séddalee pétrole bi diggante tubaab bi ak ñun. Décret yi mu signé tey c'est ça qui régira, quel que soit le nombre d'années qui passeront. En 2022, on dit qu'il y aura les premières barils. C'est les décrets que le président Macky Sall avait signés en 2012, renouvelés en 2016, qui vont définir les conditions de partage de ces produits-là. Et pour remettre en cause ces décrets-là, il va falloir, en tout cas moi je le dis, et je l'ai dit dans l'ouvrage, personnellement, si j'étais président de la République, ou si j'étais dans l'équipe qui gouvernera le Sénégal, qui devra gouverner le Sénégal, tous ces contrats devront faire l'objet de renégociation. Ou à défaut, on nationalisera. Parce que le peuple sénégalais a plus besoin de ces ressources-là que les multinationales et les pays étrangers auxquels le président Macky Sall a voulu les livrer. J'en aurais terminé parce que j'ai été long et je me perds dans mes documents quand j'aurais dit simplement que j'invite les Sénégalais à lire et à comprendre cet ouvrage. Sans passion. J'ai tout fait pour que l'ouvrage soit un ouvrage scientifique. J'invite également le gouvernement à sortir des polémiques politiciennes et stériles et de me répondre dans les mêmes formes ou d'accepter qu'un débat public se tienne sur la gestion de ces dossiers-là. Ce n'est pas seulement le dossier de Petro-Tim, c'est le dossier de Petro-Tim, c'est le dossier de Forteza, c'est le dossier de Ovidiu Tender, énormément de dossiers qui ont été gérés de manière scandaleuse par le régime du président Macky Sall. Et enfin, que le peuple sénégalais, j'appelle le peuple sénégalais à un sursaut. À un sursaut. Il faut un contrôle citoyen accru et de tous les jours. Il faut qu'il y ait des lanceurs d'alerte, mais le lancement d'alerte n'a de sens que lorsqu'il y a des gens pour capter l'alerte et pour la transformer. Sinon, ça ne sert à absolument rien. Il faut un sursaut naturel, mais il faut un contrôle citoyen permanent sur la gestion de nos ressources naturelles, sur la gestion de nos finances publiques, mais sur la gestion tout court de notre État et de notre bien commun. Je vous remercie.